Bon, ben, bonjour à tous et bienvenue encore à une nouvelle édition des animations scientifiques EcoFog. Donc aujourd'hui, on a Francine Brondex et Éric Bataillou de l'Association Passagers des Sciences qui font de la divulgation scientifique auprès des étudiants de primaire jusqu'au lycée. C'est bien ça? Ouais. OK. Et en fait, ils ont déjà jusqu'à 114 vidéos produites et ils ont touché plus de 18 000 étudiants. Donc, je trouve ça absolument incroyable. Donc, bon, voilà, on a l'honneur de vous avoir ici aujourd'hui. Voilà, je vais vous passer les micros. Bon, bah, déjà, merci pour l'accueil. On est super content de présenter et l'association et le projet qui nous a emmenés en Guyane aujourd'hui. Donc, on va vous parler de l'association Passagers des Sciences, ce qu'on fait, comment on s'organise. Là, vous avez quelques images de précédents projets. Ça, c'est à gauche. Vous vous doutez bien que c'est pas la Guyane. Et des photos qu'on a prises pendant notre séjour. Là, on est arrivé début juillet en Guyane. Et on va commencer déjà par se présenter. Comme ça, si ça veut avancer. Ah, voilà. Donc moi, je suis Francine Brondex. De formation, je suis écologue. J'ai une formation en écologie, en dynamique des populations. Je me suis arrêtée avant la thèse parce que j'ai bifurqué vers l'enseignement. Donc j'ai enseigné les sciences de la vie et de la terre pendant à peu près une dizaine d'années, à la fois dans le secondaire et la classe prépa et en classe prépa. Et en 2011, j'ai de nouveau bifurqué. J'ai refait un master en sensibilisation, communication environnementale. Et voilà, je suis plutôt, on va dire, dans le monde de la médiation scientifique depuis ce moment-là. Là, actuellement, je suis à mon compte, mais je travaillais aussi dans un parc naturel régional. Et Eric. Moi, je suis Éric Bataillou. Donc, bon, on m'a dit de faire des études, donc j'ai fait des études. Donc, j'ai un doctorat en sciences de l'ingénieur. Et après, j'ai bifurqué, je suis devenu professeur des écoles et j'ai toujours aimé monter des projets avec les écoles, avec les classes et d'aller un peu plus loin avec l'association, de montrer vraiment la science et d'apporter un peu plus de science au niveau des écoles. Alors, il y a quand même une expérience dont tu peux parler qui se passe dans les terres australes. Tu as hiverné à Kerguelen. Oui, effectivement, oui, à l'époque, on faisait le service militaire. Donc, moi, à la place de faire le service militaire, j'ai fait un espèce de service civique. Donc, j'ai hiverné, j'ai passé 16 mois à Kerguelen, dans les terres australes françaises. Voilà. Puis j'ai mené pas mal d'expéditions aussi, d'abord purement sportives, mais toujours en essayant de les partager avec le plus possible de monde. D'expéditions plutôt dans les pays froids ou en haute altitude. Et donc, ça t'a donné un peu l'idée de ce que c'est que la vie dans une base scientifique isolée pendant tout ce temps-là, quoi. Bonjour. Euh, alors, au départ, vous l'avez compris, de par nos profils, hein, à la fois scientifiques et enseignants, la question de la transmission et du partage de la science, c'est quelque chose qui nous a toujours intéressés sous des formes différentes. Et alors, bon, voilà, le constat qui est général, on vous apprend rien en disant ça, c'est que les filières scientifiques connaissent une désaffection qui est croissante. Il y a de la défiance vis-à-vis des résultats et de la science en général, que ce soit dans le grand public, chez les politiques. Donc ces constats-là, ils sont très larges, très généraux, très vastes. Mais nous, on a eu envie d'apporter notre petite pierre à cet édifice et à raconter la science un petit peu autrement. Donc c'est un peu profiter d'amener donc, de la culture scientifique au niveau des élèves, un peu plus que ce qui se fait. Montrer, comme c'est compliqué de faire de la science, montrer qu'il n'y a pas que des scientifiques qui participent à la science, il y a tous les métiers à côté aussi qu'il est nécessaire d'avoir pour que des scientifiques puissent aller ben, en Guyane, aller en forêt, mais dans les terres australes, ça peut être ben, aller dans les terres australes pour aller travailler dans des différents endroits. Il y a plein d'humains derrière. Et puis faire vraiment que cette science, on va la chercher sur le terrain. C'est pas, on peut mettre toute l'intelligence artificielle qu'on veut. Euh, Au départ, il y a des humains qui vont chercher des données et le plus concrètement, pourquoi le plus rigoureusement possible pour que les données puissent être utilisées. C'est tout ça que vous montrez, cette rigueur de la science. Et comme c'est compliqué aussi, quelque part, de faire une science rigoureuse et qui serve à quelque chose.
Donc voilà, donc l'idée c'est, on a mixé un peu nos parcours et l'idée originelle, bah, c'est lié aux bases scientifiques des terres australes. On s'est dit, ce serait vraiment génial hein, d'emmener des enseignants là-bas pour raconter comment ça fonctionne une base scientifique isolée et d'aller voilà, auprès de la science de terrain, auprès de la science qui est vraiment en train de se faire. Et de faire le pont entre voilà le terrain, c'est des images de Kerguelen en haut et les classes. Donc en partie on fait des interventions, mais c'est pas la seule action de l'assaut. Donc voilà, avec cette idée de sensibiliser, de partager, de faire se questionner et aussi de faire rêver. On choisit quand même aussi des endroits et des lieux qui sont méconnus, isolés, qui vont provoquer un peu de l'émerveillement chez les élèves. Ah, dans le sens. Donc, on est au quatrième projet actuellement, celui des Guyanes, qui va d'ailleurs se dérouler donc, pendant l'année scolaire qui arrive, 2025-2026. Donc, on a eu un premier projet en 2018-2019 dans les terres australes. Donc, je rappelle, terres australes, il y a 3 groupes d'îles, 3 bases scientifiques, un bateau qui fait 4 fois dans l'année, qui amène les scientifiques, qui amène le personnel, qui amène tout le matériel pour travailler. Donc, pour nous, c'était génial parce que pendant un mois, on avait des scientifiques en vase clos sur le bateau qu'on a Sous la main, ils avaient que pété. ça à faire de répondre à nos questions. Voilà. Voilà. Deuxième projet. Mince, je vais arriver avec les boutons. Donc en 2021-2022, on a mis le cap sur l'Arctique, sur l'archipel du Svalbard. Donc là aussi, avec un environnement complètement différent. On va redétailler un petit peu les projets après. Là, on était embarqué sur un navire à passagers. Et on a rencontré aussi dans le nord de la Norvège et au Svalbard des scientifiques qui avaient leur terrain dans ce milieu-là. Troisième projet, on est parti à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc là aussi, notre but, c'est aussi faire découvrir des territoires méconnus au niveau de la métropole. Saint-Pierre, vous demandez à des élèves ou à des adultes même en métropole de situer Saint-Pierre-et-Miquelon. Euh, ils ne savent pas où c'est. Et donc là, on a profité d'un congrès sur les sciences aquatiques pour rencontrer des scientifiques qui travaillaient donc autour du milieu aquatique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc là, le projet Guyane, alors on anticipe un petit peu le voyage, il se fait là en juillet, mais pour les enseignants, le projet il va se déployer sur toute l'année scolaire 2025-2026 parce que c'est la particularité des projets. Ils sont tous calés sur une année scolaire. On va animer le projet de la rentrée de septembre à la fin de l'année en juin. Donc le moteur principal, vous l'avez compris, c'est de montrer les humains qui sont derrière la recherche, parce que souvent la science est abstrait pour les élèves, c'est des graphes qui sont dans un manuel scolaire. Et donc voilà, on va à la rencontre. Donc par exemple, Colline, hein, qui a une formation de vétérinaire et qui travaillait sur les éléphants de mer. Là, on n'a que des exemples des projets précédents, on n'a pas mis à jour avec ceux qu'on a rencontrés ici en Guyane. On a Alexandre qui était en thèse, qui travaillait sur les albatros. Rebecca, qui était partie 1 an pour travailler sur les manchots royaux sur l'île de Crozet. Léa et Edouard qui étaient biochimistes, qui travaillaient sur l'étude de l'analyse de l'air, notamment à l'île d'Amsterdam, qui est une île qui est complètement isolée et qui est une des bases de référence du pompage d'analyse de l'air au niveau Pour le mondial. CO2 notamment. Donc, Heidi Sylvestre, qui est glaciologue, qu'on a rencontré au Svalbard. Sophie, qui travaille à l'université de Tromsø et qui est spécialiste des polluants au niveau, par exemple, des ours polaires. Alors, Roger, il a un statut un peu particulier, c'est pour vous montrer aussi la diversité des personnes qu'on peut rencontrer. C'est quelqu'un qui est né à Miquelon, hein, qui est donc une île de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il était opérateur radio et il est devenu le meilleur naturaliste de l'archipel. C'est la mémoire vivante, donc c'est un amateur, un autodidacte, mais il a contribué à un certain nombre d'articles pour faire de la recherche. Et Il a dû poser le pied dans chaque mètre carré de l'île de Miquelon, qui est quand même une grande île. Cécile, qui est spécialiste de conférences à La Rochelle et qui est spécialiste des phoques. Et donc, on a pu rencontrer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc voilà, c'est un échantillon, c'est pour vous montrer voilà, les types de rencontres et la diversité des gens. Ah, on a oublié Xenia, qui est géographe et qui est spécialiste des risques littoraux, qui a fait sa thèse à Miquelon. Bon, il y en a plein d'autres, mais on n'en a mis qu'une petite sélection.
Et donc, on l'a dit aussi, enfin, je ne sais pas si on l'a dit, mais ce qui nous importe aussi, c'est de montrer tous les gens qui gravitent autour des chercheurs proprement dit et qui vont rendre la science possible, des techniciens, des cuisiniers, des menuisiers. Et voilà, alors, on inclut là-dedans, c'est très large, hein, donc, Pierre, lui, il était agent de la réserve naturelle des terres australes. Et il y a aussi un dialogue entre l'espace protégé et les chercheurs pour un certain nombre de suivis. On a Sébastien, donc, qui était cuisinier des terres australes, parce que dans ces bases, ben, on a besoin de cuisiniers pour C'est le nourrir. grand luxe, hein. On se fait nourrir dans les terres australes. Oui, c'est pas comme en station, il faut faire à manger, hein. Et Gwendoline était la menuisière de la base de Kerguelen. Il y a quelqu'un qui part 1 an pour être menuisier sur base. Guillaume, qui est personnel de l'armée de marin, la marine, qui était spécialiste et responsable de la centrale électrique. Donc, Eric, qui n'est pas le Eric, l'autre qui est en rouge, c'est le mécanicien-chef du Marion Dufresne, le bateau qui qui assure la logistique et le ravitaillement des bases australes. Voilà, tous ces métiers qui sont indispensables pour que la science puisse se mener sur le terrain. Donc, si on reprend les projets précédents pour vous donner une idée, donc la première expérience était en 2018, l'assaut a été créé en 2017 et on a eu l'honneur d'avoir deux places sur une rotation du Marion Dufresne. C'est le voyage qui part de La Réunion, qui dessert les 3 bases et qui revient à La Réunion. Donc les 3 stations de recherche visitées, ça dure 4 semaines à peu près. Donc à chaque projet, en amont, on prend en contact avec un certain nombre de scientifiques, par exemple Nicolas pour la Guyane. Et là, on a contacté une quinzaine. Ça nous permet en amont de travailler, en fait, de comprendre leurs projets scientifiques, de nous documenter, de les digérer et de produire de la ressource pédagogique qui est directement utilisable en classe. Donc, à partir de ce dialogue avec les scientifiques, on va construire des dossiers pédagogiques qui sont disponibles en ligne, qui sont libres d'accès, c'est gratuit. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'ASSO, on a un fonctionnement qui est 100% bénévole. En fait, c'est pas notre activité professionnelle, c'est en plus de nos activités professionnelles. Donc là, c'était une cinquantaine de dossiers pédagogiques qui ont été créés sur tous les thèmes impossibles, les manchots, le climat, La glace, etc. les glaciers. Les glaciers de Kerguelen. Donc, ils sont répartis du CP jusqu'à la terminale. Et on offre aussi la possibilité, le fonctionnement du portail qui est dédié permet aussi aux élèves de poser des questions. Il y a un espace où voilà, ils peuvent écrire les questions qu'ils ont envie de poser à propos du lieu, du bateau, des manchots, etc. Donc, on a eu à peu près 400 questions à traiter sur ce projet-là. Voilà. Soit on y répond nous si c'est relativement simple, soit on va chercher les experts pour y répondre si c'est un peu plus technique. Et on y répond de différentes manières, soit sous forme d'un texte, un blog, soit sous forme vidéo, quand c'est possible. Deuxième projet qu'on a mené, donc on est parti donc en Arctique. Donc c'est un projet qui est complètement différent parce que là on est allé au Svalbard. Avant ça, on avait rencontré à l'université de Tromsø des scientifiques. Au Svalbard, on a rencontré aussi des scientifiques. Puis on a eu la chance d'embarquer sur un tout petit navire à passagers pour documenter l'Arctique et nous amener aussi sur la base scientifique de Ny-Ålesund, qui est une base gérée. C'est CNRS ou c'est IPEV? C'est IPEV, ouais, en collaboration avec les Allemands. Et donc là, pareil, on a 600 classes inscrites, on a fait des publications, des vidéos. Quand on peut, on fait aussi des visioconférences quand il y a un sujet qui peut être intéressant, notamment au lancement du projet. Souvent, on fait une visioconférence et puis en cours de projet, suivant les questions qu'on a. Voilà, là, par exemple, on avait pas mal de questions de lycéens autour d'un sujet sur la banquise. Donc, on a sollicité une glaciologue et on a fait une visio d'1 heure où il y avait un certain nombre de classes qui pouvaient interagir directement avec Véronique, la glaciologue. Et puis, on intervient aussi, on mène des interventions en classe, soit en primaire, soit au collège, soit au lycée. Cette année-là, on avait même animé une journée Arctique et sciences avec des classes de lycée, toute une journée dans le lycée.
Et donc le troisième projet, alors voilà, c'est encore un format différent. Les deux premiers, on a été embarqués sur un bateau, donc le terme de professeur embarqué, il prenait tout son sens. Là, c'était associé à un territoire. On a été en quelque sorte embarqué sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Donc l'élément déclencheur dans ce projet-là, ça a été, au départ, il y avait une sorte de plateforme de coordination de la recherche qui était en train de se créer, une sorte d'institut polaire, mais version Saint-Pierre et Miquelon. Ça a changé en cours de route, mais on nous a dit, ah, mais il y a un super colloque, il va y avoir plein de scientifiques qui viennent au mois d'octobre, vous êtes les bienvenus. Donc là aussi, on s'est déplacé à Saint-Pierre-et-Miquelon pour aller rencontrer les scientifiques. Donc on parlait de Xenia qui travaille sur les risques littoraux. Alors à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était en période scolaire, on a pu faire des interventions dans un collège à Saint-Pierre. Et puis, de temps en temps, les chercheurs nous proposent d'aller en manip. Donc, Cécile, dont on vous parlait tout à l'heure, qui travaille sur les populations de phoques, elle nous a dit, mais moi, je fais plus de terrain à Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, on a clos le projet. Par contre, j'ai des sessions de terrain en Normandie au mois de janvier. Est-ce que vous voulez venir capturer des phoques? On a dit oui. Et on s'est retrouvé à patauger pendant 3 heures dans l'eau pour une manip de capture de phoques. Et pour raconter ce que ça implique de poser des balises sur des phoques pour documenter leur déplacement. C'est des manips super lourdes qui mobilisent énormément de monde, comme vous voyez. Donc là aussi, il y avait des scientifiques partenaires et voilà, on fait des interventions, que ce soit en classe ou même durant le colloque dont on vous parlait, on a fait une intervention aussi. Donc, en quelques chiffres, on rappelle, hein, donc on a pour l'instant 3 expéditions, quatrième est en cours et sera bientôt diffusée. Ouais. 18 000 à peu près, 18 000 élèves touchés, ça commence à être intéressant au niveau du nombre. 28 scientifiques partenaires qui nous ont suivis dans les projets. Et pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, 114 vidéos partagées. Et donc, au NOURAG notamment, ici aussi, on a filmé. On va faire des petits montages vidéo. C'est des vidéos assez courtes pour qu'on puisse les présenter, que les enseignants puissent les présenter dans les classes. Donc moi j'insiste un peu sur les scientifiques partenaires parce que en fait c'est vraiment la clé du fonctionnement des projets. C'est-à-dire Nicolas il pourra témoigner de comment ça s'est passé en amont. Donc là c'était genre en gros entre janvier et juin de cette année on a contacté les personnes. Je ne sais plus comment on a eu ton contact, mais voilà, on est arrivé à contacter Nicolas ou en travaillant avec la station des NORAG, ils nous ont dit bah voilà les projets qui seront présents sur la station cette année. Nous, on identifie ceux qui peuvent être raccords avec les programmes scolaires parce que tout n'est pas exploitable complètement en classe. Et on est dans l'obligation de faire des choses qui sont en rapport avec les programmes scolaires, sinon forcément, ce n'est pas utilisé par les enseignants. Et donc on les contacte en amont. Souvent on se fait une petite visio pour expliquer le projet, voir si ça match, etc. On demande de la matière sur le tel ou tel sujet de recherche, donc des articles scientifiques ou des rapports ou tout ce qui peut être ce que nous on va essayer ensuite de digérer pour le convertir en dossier et en activité directement utilisable par les classes. Donc les scientifiques partenaires, on les remercie énormément parce que ils consacrent du temps et ensuite on vient les filmer et éventuellement dans l'année scolaire on les ressollicite parce qu'on a des questions des élèves. Donc c'est un petit investissement en temps et ça c'est vraiment clé dans le fonctionnement des projets en fait. Et oui, donc il y a aussi une grosse part de notre travail, c'est pour ça qu'on met quasiment 1 an à monter le projet, c'est qu'on crée les dossiers pédagogiques qui soient utilisables par les enseignants directement. Donc ça, c'est un gros travail de digestion des articles scientifiques, de rencontres avec les partenaires scientifiques ou les partenaires qui font tourner la station, par exemple, et pour monter ces dossiers pédagogiques. C'est vraiment un gros travail de notre part. Donc voilà, si on résume un petit peu l'idée, donc on va sur le terrain, mais on essaye d'aller au-delà du témoignage. C'est pas seulement, c'est en partie faire le récit de ce que nous on vit pendant le voyage, les rencontres qu'on fait, mais on essaye d'aller au-delà du simple récit de voyage en fait. Donc le but, vous l'avez compris, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est voilà, ouvrir un peu la science au public scolaire.
Donc le public scolaire, je le redis, c'est vraiment Eric, comme il est professeur des écoles, il va produire les ressources et faire tout ce qui touche au primaire, donc CP au CM2. Et en ce qui me concerne, je produis des ressources de la sixième à la terminale. Et puis quand? Donc, il y a le timing. Donc, nous, le projet, il a commencé, le projet Guyane, il a commencé il y a un peu plus d'un an. Donc, ces rencontres de chercheurs, cette production de documents pédagogiques. Et Et tout le pour montage du projet, et le enfin, montage du projet, organisation, ouais. financier aussi. Et pour les enseignants, il va commencer à partir d'à peu près environ septembre. Donc, on va un peu plus les solliciter, leur présenter les différents aspects du projet. Et puis, on va raconter notre voyage à partir du mois de novembre à peu près, après les vacances de la Toussaint. Et donc là, il y aura tous les jours un post de blog qui va raconter notre voyage, plus des liens avec les documents pédagogiques qu'on a fabriqués. Et puis après, jusqu'à la fin de l'année scolaire, on va animer le projet en présentant les vidéos petit à petit, en présentant les différents aspects aussi du projet, ensuite de relancer, récupérer des questions des élèves, éventuellement ressolliciter les scientifiques pour répondre aux questions, ou alors si nous, on a les réponses directement vidéo, eh ben, proposer ces réponses et ainsi de suite. Voilà, il y a vraiment une animation du projet. Le projet, ce n'est pas simplement des documents PDF qui sont accessibles pour les enseignants, c'est aussi toute une animation sur toute une année scolaire. Donc, si on reprend le timing et les étapes, là, habituellement, sur les projets, on partait en cours d'année scolaire. Là, pour tout un tas de raisons, en fait, le voyage, il se fait en juillet, pendant les grandes vacances. Et ça a commencé par donc un séjour. On est allé à la station des Nourag grâce au travail et au partenariat avec le laboratoire LEISA. Donc, on a séjourné là-bas du 7 au 15 juillet. Donc là, on vous a mis quelques images de notre quotidien pendant cette semaine-là. On était avec Nicolas Moulin et Mathias, qu'on retrouve aussi ici. Donc, ils travaillent sur les mantidés, qui cherchent à documenter et à améliorer l'inventaire des mantes sur la station, et en particulier dans la canopée. Donc, Mathias est grimpeur d'arbres, donc ils nous ont même fait grimper dans un balata. Lou pourra témoigner aussi de cette expérience. Il y a Romain qui était entomologiste et qui était au sein d'un projet sur l'étude de la fluorescence des arthropodes. Donc ça, c'est vraiment les équipes et les chercheurs, les projets scientifiques qui étaient présents. Donc on a passé, ils nous ont montré, on les a suivis sur le terrain, on les a interviewés. Et puis, on le disait tout à l'heure, c'est aussi les personnels de la station. Donc là, Bran était avec nous toute la semaine. Là, il est en train d'expliquer un protocole de suivi de l'eau, hein, à la fois les paramètres physico-chimiques et la concentration en mercure notamment. Et par ailleurs, il fait toute la maintenance de la station et tout le fonctionnement de la station. Et ça aussi, on le raconte avec cette idée, encore une fois, de montrer les métiers nécessaires à faire de la recherche. Donc, on s'appuie sur un site internet, notamment, donc c'est le site internet de Passagers des Sciences, où on va expliquer le projet, où il y a un onglet ressources où les enseignants vont aller pouvoir récupérer toutes les ressources. C'est gratuit, il y a juste une inscription avec un mail, ce qui nous permet, nous, d'avoir un petit peu un suivi des personnes qui récupèrent nos données. On présente bien sûr les scientifiques partenaires. Il y a un blog, on va en reparler, et un forum aux questions aussi qui est accessible pour poser les questions. Donc ça, c'est vraiment la page d'accueil du site dédié où les enseignants peuvent aller. Donc les enseignants, il y a aucune règle, on veut que ce soit le plus simple possible. C'est-à-dire que ça peut être une classe, un enseignant de Guyane, de l'Hexagone, de La Réunion. Enfin, tant que c'est francophone, en fait, chaque enseignant peut aller piocher ce qui l'intéresse dans les ressources. Et donc bon, ça reprend un petit peu, donc c'est sur le site internet. Donc le projet au niveau de sa présentation, oui, bah, je sais plus s'il y a Vas-y. beaucoup Donc, de choses à- l'onglet des ressources pédagogiques, les niveaux, on vous les a expliqués. Les ressources pédagogiques, c'est pareil, on rentre par niveau. Il y a une entrée primaire, une entrée collège, une entrée lycée, avec les dossiers adaptés à chaque niveau et à chaque programme. Ce qu'on appelle le forum, c'est là où les classes peuvent poser des questions. Les vidéos, elles vont se retrouver sur une chaîne YouTube après.
Et il y a donc un blog. Alors le blog, en fait, ça n'a l'air de rien. Un blog, ça a l'air d'être un outil banal, voire un petit peu désuet. Mais en fait, c'est vraiment un portail important pour nous tout au long de l'année pour donner des nouvelles. Et notamment pendant le journal de bord, là où on va raconter jour par jour tout notre voyage, parce qu'on s'est rendu compte que les enseignants se l'appropriaient vraiment. D'abord, c'est le moment où il y a cet effet un petit peu de, on a envie de savoir jour par jour ce qui se passe, c'est un peu comme une série, et on rencontre les gens, c'est incarné, donc ça crée cet effet de rendez-vous. Et les enseignants l'utilisent. Alors en primaire, c'est un effet de lecture, d'écriture. Ils font de la production d'écrits à partir du blog. Par exemple, il y a aussi une classe de seconde qu'on a fait travailler sur. Enfin, l'enseignant a décidé de les faire travailler en disant argumentez, dites quel jour vous auriez aimé partager avec les passagers des sciences sur le terrain et pourquoi. Donc c'est ça qui est chouette dans le projet, c'est que les enseignants, ils prennent les outils, ils vont les utiliser dans leur propre cadre de classe, avec des fois des utilisations que nous, on n'attendait pas, quoi. Et Ouais. puis on a deux réseaux sociaux, la page Facebook et un Insta, pour la communication un peu plus immédiate. Donc pour le primaire, hein, des ressources pédagogiques, en tout petit résumé, hein, on a créé d'abord des outils pour la classe, notamment ce qu'on a appelé des mots du jour, où on va présenter des mots qu'on va utiliser régulièrement pendant tout le projet. Donc autant des animaux, des lieux, des mots, je ne sais plus combien il y en a, une trentaine, une quarantaine. D'ailleurs, il faut que j'en rajoute, hein, bon, parce qu'on a utilisé cric, on a utilisé carbet, on a utilisé, bon, il y a plein de mots, il y a des mots de géographie aussi. Et tous ces mots sont, il y a une affiche et il y a différents textes qui vont être utilisés par les enseignants avec différents niveaux de lecture. Il y a aussi des fiches de lecture avec des exercices, pareil, sur un peu des thèmes généraux, on va dire, euh, de la, de la Guyane, oui, du projet, pour que les enseignants s'approprient le projet. Et on voit bien que c'est utilisé en classe, parce que quand on va dans des classes, qu'on travaille sur le projet, on voit les affichages. Alors, tout n'est pas utilisé, mais on voit une partie des affichages. Ça fait partie vraiment du. C'est des choses vraiment très concrètes qui sont utilisées par les enseignants. Puis après, on a trois thèmes différents. On a découpé le projet en trois thèmes. D'abord, ben, faire découvrir la Guyane, parce que la Guyane, c'est pas très connu en métropole. Donc, il y a des fiches d'information et il y a des fiches de travail, des fiches d'exercice, où, par exemple, on leur fait comparer le climat en Guyane, mais aussi, ils doivent aller chercher, alors on donne tous les liens, on donne toutes les informations, construire sa fiche de climat au niveau de son école, et puis après, bah, comparer les deux, et ainsi de suite. On fait toujours le lien entre la Guyane et l'environnement de l'école. Le grand thème, donc c'est un peu la star de, donc c'est la forêt et sa biodiversité. Donc, ben, on va les faire travailler pareil. On montre la forêt de Guyane, mais aussi on va proposer des fiches de travail aux élèves pour faire travailler sur la forêt autour de chez eux, comparer, voir la différence. Donc là, par exemple, on voit un enfant qui, bon, moi j'ai testé, cette année, j'ai testé les outils dans ma classe. Donc, on voit un élève qui essaie de mesurer la hauteur d'un arbre, voir comment on peut faire, ainsi de suite. Donc, forêt, mais aussi biodiversité. Travailler bien sûr bah, sur le caïman, qui est un animal emblématique de la Guyane. Et puis, travailler sur la classification aussi des animaux. Donc, en partant des animaux de Guyane, travailler un peu sur la classification, travailler sur le réseau trophique, tout ça en utilisant du coup des animaux de Guyane où il y a une information à aller récupérer, faire de la lecture et ainsi de suite, et faire travailler de la science avec les élèves. Et puis, bien sûr, montrer bah, le travail des scientifiques. Donc, pareil, on les fait travailler sur bah, comment on se déplace, où est la station. On connaît un plan de par arrêt. On va faire travailler avec des choses qui sont au programme du primaire. Bah, là, c'est par exemple de tracer des déplacements avec un quadrillage. Ça fait partie du programme de primaire, de mathématiques. Et ben, on les fait travailler avec les choses, de la matière première de Guyane ou de la station. Bon, tout n'est pas encore complètement en ligne, hein, parce qu'il nous manque des informations. On va travailler au mois d'août pour qu'en septembre, le site soit à peu près complet. Pour le collège et le lycée, alors c'est organisé aussi autour de trois thèmes qui sont les mêmes pour collège et lycée. Alors là aussi, l'écosystème forestier, c'est un thème incontournable. Le deuxième thème, c'est
quels sont les facteurs qui peuvent générer des changements, une évolution de l'écosystème et l'influence humaine là-dessus. Et le thème 3, je l'ai appelé un territoire habité. Donc, c'est là aussi spécifiquement le fonctionnement de la station de recherche. Mais aussi, il y aura probablement une dimension du territoire guyanais et de sa diversité humaine. Là, c'est un extrait du site. Donc, par exemple, le thème 2, un rappel des programmes concernés, parce qu'encore une fois, les programmes scolaires, ça reste le guide des enseignants. Donc, il faut bien qu'ils puissent comprendre dans quel cadre ils vont utiliser euh, les, euh, les ressources. Et ensuite, il y a des sous-thèmes et les activités qui sont directement utilisables en classe. Donc là, les sous-thèmes, il y a un point sur l'orpaillage, avec d'une part une étude sur l'accumulation du mercure chez les caïmans de Guyane. C'est un programme qui est mené sur plusieurs années, là. Et un travail qui a été fait par la réserve des Nouragues sur le suivi d'un site d'orpaillage qui a été abandonné, pour voir s'il y a résilience du milieu. Et puis on a fait une petite partie sur sur la génétique des arbres, et en particulier sur le genre Diptérix. C'est un travail qui est fait ici, sous la forme d'une enquête. Donc, juste pour montrer ce que ça donne, on appelle ça la didactisation de la recherche. Moi, Nicolas m'a envoyé plein d'articles sur tout un tas de sujets sur lesquels il a travaillé. Alors j'ai un peu tout lu, j'ai regardé et je me suis dit que cette histoire de marqueurs génétiques qui permettent de tracer l'origine du bois de Diptérix, du bois de Kumaru, ça pouvait être intéressant. Donc j'ai récupéré cet article-là, je me suis dit je vais me baser là-dessus et j'en ai fait une activité qui est directement utilisable en classe. L'idée c'est tout simple, c'est une petite enquête, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un, alors en l'occurrence j'ai dit un influenceur ou une influenceuse pour les élèves, qui veut se faire une super belle terrasse en bois tropical, mais qui voudrait bien savoir si le bois a pu être tracé. Donc, on va mener l'enquête grâce aux données de l'article. Il y a une dizaine de pages d'activités comme ça pour les élèves. Le forum, donc on a tout petit peu parlé. Donc les élèves ont la possibilité ici d'aller poser des questions, ou les élèves ou les enseignants, peu importe. D'accord. Nous, on va récupérer les questions et y répondre, soit sous forme de post de blog, soit, donc on l'a dit, sous forme de vidéo ou sous forme de visioconférence, suivant les différents formats. Voilà. Et donc, la chaîne YouTube, c'est là où on va retrouver les vidéos qu'on a, par exemple, tournées ce matin avec vous. Merci du temps passé, et qui vont être mises en ligne progressivement. Et c'est très variable. On a des vues qui sont très variables. Tout ce qui est intéressant, c'est que le projet continue à vivre sur les années d'après. Sur le premier projet, les vidéos continuent à tourner. Et je ne sais plus, je sais plus combien c'est. Certaines ont Plus de 10 000 vues, mais c'est plus. très, très variable. Voilà, donc merci de votre attention. Et on répond aux questions. Ouais. Et on Et remercie encore les partenaires. les partenaires, notamment le LEISA et la réserve des Nouragues, hein, sans qui le projet ne pouvait pas exister, on a travaillé en amont avec eux sur la faisabilité. Ils nous ont accueillis sur place en station. Un grand, grand merci à ces partenaires. Eh ben, merci beaucoup pour cet excellent exposé. Alors, est-ce que il y aurait des questions dans la salle virtuelle? J'ai une question. Les quatre projets que vous présentez sont en fait des projets qui parlent de la science de terrain et dans des terrains éloignés. Et je voulais savoir si c'était un choix de votre part ou si vous pensez que l'attractivité ou le rêve que vous suscitez auprès des élèves ne peut être fait que par ce biais-là et que faire de la science en laboratoire ou dans un terrain qui leur est proche euh, est moins sexy, entre guillemets. Et juste une deuxième partie dans ma question, c'est est-ce que vous pensez que votre projet Guyane, par exemple, peut être aussi à destination des classes de Guyane? Et si oui, est-ce que vous en avez des établissements de Guyane qui sont affiliés à votre projet? Moi, je peux répondre à la première partie de la question. Euh, Notre idée, c'est aussi de faire rêver un peu les élèves, d'une part de faire rêver les élèves et d'autre part aussi d'attirer les enseignants
avec des beaux projets, entre guillemets. Donc c'est pour ça on est parti sur des territoires qui font un petit peu rêver, des territoires un peu inaccessibles, entre guillemets, pour donner envie aux enseignants d'aller voir le projet, de rentrer dedans, et puis après, sur la durée, de les faire travailler sur les dossiers pédagogiques qu'on a montés à partir du travail des scientifiques. Donc vraiment, il y a cet aspect-là. Euh, on pense que c'est effectivement un petit peu compliqué de faire rêver des élèves en allant juste filmer quelqu'un au laboratoire. Bon, on l'a fait ce matin, on a filmé les gens dans un laboratoire, donc, mais ça fait englobe, c'est à l'intérieur du projet Guyane. Et l'idée, c'est d'attirer les enseignants avec de belles images, avec des animaux qui font un peu rêver, avec des lieux un peu inaccessibles, pour après les capturer, les captiver et Mm. les faire travailler sur les sujets, puisque ce n'est pas simplement du témoignage qu'on veut faire, c'est vraiment faire travailler les élèves aussi sur la science qui se fait sur le terrain. Oui, et en complément, on peut aussi dire que bah, là, c'est un bon exemple, la Guyane, parce qu'on a été à la fois en station, donc dans un lieu isolé qui fait rêver, mais ce matin, on était dans un laboratoire et on a vu des manips et on a vu des salles avec des machines à PCR. Donc, cette complémentarité, on peut la montrer en réalité dans un même projet. Pareil pour les terres australes, on est allé sur les bases scientifiques, mais on est allé aussi au laboratoire de Chizé dans les Deux-Sèvres et on a montré la face labo. Donc, autant que possible, on essaye de montrer un peu les différentes facettes de la science. Et puis, il y a les projets dont on ne vous parle pas, en fait, parce qu'il y a des idées et des tentatives de projets, on en a plusieurs. Je pense en particulier, on avait eu des contacts avec la station biologique de Roscoff en Bretagne, qui n'est pas forcément hyper exotique, hyper éloignée, qui vend du rêve. Mais voilà, celle-ci, elle ne s'est pas faite parce que les contacts n'ont pas abouti finalement, mais ça aurait pu. Voilà, donc il y a pas forcément on n'est pas forcément fermé, on écoute les différentes opportunités. Mais c'est vrai que la dimension de faire un petit peu rêver aussi est pas négligeable, on va pas se mentir là-dessus. Et puis on essaie de porter les projets sur une année scolaire, donc il nous faut aussi de la matière, donc il nous faut des images, et c'est pour ça aussi qu'on va les faire, qu'on va les tourner Mm. ben, ici en station, ou même on est resté après une dizaine de jours un peu plus en Guyane pour tourner d'autres images qui vont servir à alimenter, à compléter les images du labo qu'on a pu filmer aujourd'hui, par exemple. Et pour la deuxième partie de la question, sur les classes, donc on l'a dit, c'est ouvert à toute classe francophone, parce que ça peut être des lycées français à l'étranger, ça peut être des classes en Guyane, ça peut être des classes évidemment dans l'Hexagone. Le point, c'est l'accès à l'information, pour que l'info puisse circuler. Donc par exemple, là, on a travaillé avec la réserve des Nourag et on retravaillera, je pense, avant la rentrée puisqu'ils ont un peu un réseau de classes qui travaillent avec eux. Nicolas a passé l'info à quelqu'un qui c'est Canopé, je crois, le Le réseau Can- Canopé des sciences. Ouais. Donc voilà, faut pas hésiter à faire passer l'info. Et puis bah, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a eu un message sur Facebook d'une prof de SVT qui est dans un collège en Guyane et qui nous a dit ah bah, je suis tombée sur votre projet, je voulais faire justement une thématique avec mes sixièmes sur la recherche et les nourracs. Je vais utiliser vos ressources. Donc oui oui c'est ouvert à toute classe qui le souhaite. Et les 3 premiers projets qu'on avait menés, on avait pu les mener pendant l'année scolaire. Du coup, on pouvait être quasiment en direct avec les classes. C'est pour ça qu'on est intervenu aussi dans le collège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Si malheureusement cette année, on n'a pas pu mener le projet pour différentes raisons pendant l'année scolaire, parce que moi j'ai changé aussi un petit peu de fonction et donc je suis devenu directeur d'école en plus. Donc c'était compliqué de me libérer pendant l'année scolaire. Donc c'est pour ça qu'on le fait en différé. Sinon, je pense qu'effectivement, on aurait fait des interventions dans des classes de Guyane sans aucun problème. Mais bon, ça n'a pas pu se faire cette année. Si tu parles, Nicolas, on t'entend pas. Camille, si tu veux poser des questions. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc, je crois que ma question pour savoir comment est-ce que vous choisissiez les bases scientifiques a déjà été plus ou moins répondue. Euh, Peut-être
Donc oui, enfin j'ai une autre question qui m'est venue en vous entendant parler, mais déjà peut-être je vous laisse répondre aux questions que j'ai posées là dans le chat en disant, enfin simplement en euh, en réexpliquant peut-être ma première question. Euh, En fait, moi je connaissais pas du tout et je me demande si du coup ces Passagers des Sciences, c'est quelque chose qui existe depuis 4 ans. Enfin, c'est ces 4 expéditions-là. Oui, voilà, ok. Donc ça répond à ma question. Et Oui, effectivement, en du fait, coup, donc pour, vous parlez. Oui. pour te préciser, donc l'association, elle a été créée en 2017 et le premier projet, c'était 2018. Et si on regarde les dates, en fait, on a pu mener à peu près un projet tous les 2 ans. Vu ce que ça implique en temps en amont, etc., un tous les ans, c'est pas gérable. Mais en gros, on en a fait plus ou moins un tous les 2 ans depuis la création de l'assaut et donc les 4 qu'on a cités pendant la présentation. Et le choix des projets, bah, c'est une alchimie un petit peu complexe entre des bouteilles qu'on lance à la mer, des demandes, des opportunités, des contacts, des retours qu'on a. Des choses comme ça. Il faut qu'il y ait un alignement d'étoiles à chaque fois un petit peu pour que ça se passe. Parce que bah, ça fait intervenir plein de personnes, ça fait des gens qui doivent nous accueillir, des scientifiques qui doivent être sur place. Bon, c'est une recette un petit peu complexe. On ne maîtrise pas tous les ingrédients. Voilà. Et puis donc, oui, comme c'est long à mener, bah, du coup, c'est pas, on ne fait pas ça chaque année, quoi. Ça Et après, il marche. y avait, par Et exemple, vous avez- puis, si on avait du réseau, des choses comme ça, oui. en fait, on s'adapte à toutes les conditions possibles. Là, bah, on s'est adapté au fait qu'on ne puisse pas être en direct avec les classes. On va faire en différé. Il y a des fois, on n'avait pas de réseau, des fois un tout petit peu. Donc, on envoyait juste des messages textes. Quelqu'un sur place, en métropole, refaisait le message et remettait des photos et ainsi de suite. On s'adapte à toutes les conditions. C'est vraiment notre Mais mode opératoire. Mais par contre, le mode opératoire, on se tient toujours à un poste quotidien pendant le voyage. Il y a vraiment toujours un poste quotidien. Bon, là, ce sera en différé, donc c'est facile. On a fait notre blog, nous, de notre côté, et puis on le diffusera à l'automne. On alimentera concrètement le blog à l'automne. Mais c'est vrai que des fois, on n'avait pas de réseau. Enfin, par exemple, sur le Marion Dufresne, on avait le réseau un peu satellite qui n'était pas encore très performant. Donc, on envoyait le texte et les petites photos pas trop lourdes à quelqu'un qui faisait le relais sur place et qui nous postait parce qu'on ne pouvait pas accéder à la plateforme de blog, c'était trop lourd. Donc voilà, comme disait Eric, on s'adapte à chaque fois. Mais c'est vrai que on tient beaucoup à avoir ce rendez-vous quotidien. On s'y tient toujours à rédiger nos posts et à raconter jour par jour qui on a rencontré, ce qu'on a fait, les animaux qu'on a vus. Euh, et voilà, vraiment le retour des enseignants, c'est que le blog, c'est un des outils qu'ils aiment beaucoup. Et qui leur permet, parce que chaque post de blog, ça va être aussi l'occasion de rebondir sur les ressources. Par exemple, bah, on a vu aujourd'hui, on a vu des caïmans. Et ben, vous avez tout un tas de ressources sur les caïmans et vous pouvez comprendre l'impact du mercure sur les caïmans. Donc, ça nous permet aussi de rebondir et de réorienter les enseignants sur les ressources. Et même si on n'était pas en direct, on tient à faire le blog quotidiennement dans les conditions du direct, on va dire, pour garder cette spontanéité et cette fraîcheur dans les textes. Donc là, bah, tous les soirs, on faisait notre petit post de blog Dans le hamac, sur le téléphone. sous la moustiquaire. Ça marche. Et du coup, ma dernière question, c'était, je ne sais pas si vous serez déjà reparti, parce qu'il y a la fête des sciences en octobre. Et du coup, je voulais savoir Alors, on si, adorerait voilà. rester en Guyane jusqu'au mois d'octobre, mais on part samedi. Enfin, on part demain, Ouais. quoi. Donc, ça répond à ma Mais, question. Merci ouais, beaucoup. désolé. Merci. Est-ce que vous avez entendu Nicolas? Oui, on va partager celui-là. OK. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle présentielle? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question, c'est plus au niveau de la production des ressources pédagogiques. C'est que j'imagine que vous devez suivre quand même des programmes qui peuvent être assez structurés, parfois très cadrés.
enfin, j'imagine surtout pour le secondaire et un peu pour le primaire. Et à quel point pour vous c'est frustrant, par exemple, de filtrer des choses que vous avez envie de parler mais qui ne rentrent pas forcément en place dans les programmes. Et est-ce que vous avez aussi vu des évolutions, par exemple, au primaire, où les programmes peuvent être par exemple, plus cadrés qu'auparavant et des choses peut-être en 2018 vous pouviez vous permettre de digresser plus longuement sur certains sujets et par exemple beaucoup moins actuellement, où c'est plus cadré, je sais pas, ou pas du tout. Alors effectivement, bon, ça reste une contrainte. Alors parfois, on s'autorise quand même à sortir un tout petit peu du cadre. Par exemple, l'équipe qui travaille sur la fluorescence qu'on a vue sur le terrain, c'est clairement pas trop dans les programmes, mais c'est quand même super chouette, super visuel. Ils étaient super enthousiastes. Donc il n'y aura pas forcément de dossier pédagogique associé. Par contre, il y aura les vidéos pour fournir pour cette ouverture-là. Donc, on essaye de pas trop se brider quand on a des belles rencontres. Euh, Après, en fait, les programmes, en tout cas dans le secondaire, ils sont quand même assez ouverts sur les questions biodiversité, climat, ce qui fait qu'on arrive souvent à retomber sur nos pattes et à avoir des projets qui rentrent bien dedans. La réforme du lycée récente n'a pas simplifié les choses parce que c'est un peu tout, enfin c'est un peu technique, mais c'est un peu tout éclaté entre l'enseignement scientifique, les spécialités. Donc c'est un peu plus difficile de rentrer dans le cadre des programmes du lycée. En seconde, jusqu'en seconde, ça va, mais on se rend compte qu'en première terminale, c'est pas si simple pour de faire l'articulation. Voilà, je sais pas si ça répond à la question pour le primaire. Pour le primaire, c'est vrai il y a des nouveaux programmes là, qui vont rentrer à partir de septembre, qui sont un peu plus carrés, on va dire quoi, carrés, je sais pas comment, losange, je sais pas, un petit peu plus rigide. Bon, alors nous, c'est vrai qu'on travaille plus sur des projets globaux. En primaire, on a cette chance de pouvoir faire travailler sur toutes les matières. Donc, c'est pour ça qu'on propose du français, on propose des maths, on propose de l'histoire, on propose des sciences. Et, euh, et c'est vrai que ça pousse un peu les bords, les contraintes du programme, mais ça reste quand même dans le programme. Le réseau trophique, c'est dans le programme. La classification, c'est dans le programme. Euh, le travail déplacé sur un quadrillage, c'est dans le programme. Donc, les activités vraiment restent dans le programme, même si parfois ça pousse un peu les contraintes qui sont devenues un peu plus fortes avec les nouveaux programmes. Et, d'ailleurs, on peut dire aussi, enfin, en primaire, ça a cette particularité-là qu'il y a des enseignants qui choisissent de faire le fil conducteur sur les projets passagers des sciences à l'année, qui suivent, enfin, qui vont utiliser ces thématiques, par exemple la forêt, pour faire le français, les maths, les exercices tout au long de l'année. Ça, c'est vraiment une particularité du primaire qui est sympa. Et j'ai oublié ce que je voulais dire d'autre, mais ça va me revenir. Oui, et pour les enseignants du primaire notamment, il y a effectivement des enseignants qui vont choisir donc de travailler sur toute l'année scolaire sur le projet, d'autres qui vont prendre qu'une séquence qui les intéresse, qui vont travailler sur une séquence. C'est pour ça qu'on laisse nos ressources pédagogiques les plus librement accessibles pour que les enseignants fassent ce qu'ils veulent. Et on a été invité dans des classes, des fois, où les élèves ont travaillé toute l'année sur des projets. Et donc on arrive, bah, il y a plein d'affichages, il y a plein de réalisations, ils ont fait des poésies, ils ont fait de l'art plastique, ils ont fait des sciences, ils ont fait plein de choses à partir des documents pédagogiques qu'on a pu leur donner. Et quand on arrive là, c'est vraiment quoi. Nous, ouais, on est super content parce on voit que notre matière première, elle a été utilisée pour l'année. Et la dernière chose qu'on peut dire quand même aussi, c'est que malheureusement en primaire, la place des sciences dans les programmes est pas très 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 élevée quoi. C'est l'énorme partie, c'est les maths et le français, et que la part dédiée aux sciences, donc il faut contourner un peu ça. Faire des maths avec des exemples comme on a pu les créer, ou faire du français avec le blog parce qu'on fait de la lecture, on fait de l'écriture. C'est en faisant ce contournement-là, mais on peut pas avoir enfin, l'entrée science directement. C'est malheureusement pas très très développé en primaire. Et puis en primaire, on a souvent des enseignants et des enseignantes qui ne sont pas spécialistes biologie ou qui ne sont pas spécialistes scientifiques. Souvent, ça vient. Bon, maintenant, c'est des parcours spécifiques sciences de l'éducation. Mais bien avant, c'était plutôt des formations, ils ont des formations littéraires. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de simplifier nous, au maximum tout l'aspect scientifique et de les amener petit à petit à faire vraiment de la science. Et on essaie de faire le plus juste possible. Ce qui n'est
parfois compliqué quand il faut simplifier à l'extrême. Bon, sans déformer, c'est compliqué. C'est une grosse partie de notre travail. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, Lucie? Merci beaucoup pour cette présentation, qui était très intéressante, très riche. J'ai hâte d'aller découvrir le site. Merci. Et ma question, c'était de savoir, est-ce que vous savez combien d'enseignants vous touchez grâce à ça et comment ils sont au courant? Parce que, par exemple, tout à l'heure, Camille disait, je ne connaissais pas, ou vous avez dit, bah, sur Facebook, il y a une enseignante qui nous a contactés, qui nous a trouvés par hasard. Donc, voilà, comment vous communiquez et comment vous faites connaître votre site? Donc au niveau du nombre, on arrive à avoir à peu près une idée grâce justement à l'inscription qui est obligatoire pour récupérer les ressources. Donc on arrive à voir à peu près, on a une idée aussi, parfois ils s'inscrivent avec leur mail professionnel, donc on arrive à savoir de quelle académie ils viennent. Parfois ils nous écrivent directement, donc on sait aussi, bah, tiens, il y a une classe à New York qui a suivi le projet, qui a participé à des choses. On fait des projets aussi en cours d'année pour l'animer, soit on fait des petits concours, des choses comme ça. Donc on a des retours, on sait à peu près combien d'enseignants, à peu près, en gros, combien de classes nous suivent à peu près. Et après, pour Pour les chiffres, donc c'est entre 200 et 600 classes selon les projets. Le plus gros projet, c'était le projet Arctique, c'était 600 classes, et Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était à peu près 200 classes. Donc on verra à la fin du projet Guyane, voilà. Et alors pour la diffusion, il y a plusieurs modalités. Il y a des canaux officiels. Donc on est en lien, ça c'est plutôt local, parce qu'on passe par les inspecteurs de notre académie. Il y a des listes de diffusion, éducation à l'environnement et au développement durable, ou sciences. Et voilà, l'info, elle circule comme ça. C'est une petite partie en réalité des classes et des enseignants qu'on arrive à recruter. Le deuxième chose qui marche très bien, et c'est là où on a l'essentiel des informations qui circulent, c'est les groupes Facebook professionnels. Il y en a qui sont dédiés aux professeurs des écoles, il y en a qui sont dédiés professeurs de SVT. Donc on partage ça là-dessus. C'est 20 000 à 30 000 enseignants qui sont sur chacun des groupes. Donc c'est un super canal de diffusion et d'échange. Et la personne dont on parlait tout à l'heure, là, qui est dans un collège en Guyane, c'est par le groupe Facebook des professeurs de SVT qu'elle a eu l'info. Donc ça c'est vraiment c'est le gros des gens qui découvrent les projets. Et comme les gens s'inscrivent, on a les newsletters et on continue d'envoyer les newsletters. Donc on a envoyé les infos de ce nouveau projet à tous ceux qui avaient suivi les projets précédents. Voilà. Donc, si on mixe tout ça, bah, on arrive à. Mais il y a une part un peu de. Voilà, c'est clair qu'on ne touche pas tout le monde. Voilà. C'était ça la question, je crois. Oui, Ouais. oui, super. Merci beaucoup. Je pense qu'en Guyane, je rebondis juste sur la question de Jérôme tout à l'heure. Je pense que les enseignants de Guyane seront ravis d'avoir des ressources sur la Guyane, en fait. Mm. On est dedans, mais on a beaucoup d'élèves qui ne connaissent pas, en fait, leur environnement. Mm. Donc, je pense que ça va être super. Merci beaucoup. Oui, même si à la base, le projet, il n'est pas d'expliquer aux Guyanais, quoi, aux enfants de Guyane, le fonctionnement de la Guyane, quoi. C'est plus les enfants de métropole. On s'est mis on s'est mis dans la peau d'un enfant plutôt de métropole pour découvrir la Guyane. Après, si c'est utilisé en Guyane, c'est super bien. Mais notre prétention n'est pas d'expliquer aux enfants de Guyane le fonctionnement de la Guyane. Et non, là, il y a un angle très particulier qui sont un certain nombre de projets de recherche menés en Guyane. Moi, j'ai une question qui est beaucoup plus terre à terre, c'est sur les financements. Tout à l'heure, vous parliez que vous étiez principalement bénévole, mais du coup, j'imagine que le montage de ce type de projet coûte quand même beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour venir en Guyane, là par rapport à votre séjour au NORAG, etc. Donc, je me posais un peu ces questions. Et alors, ça reste des petits projets au sens financier du terme, je pense. En gros, on va dire, selon les projets, entre 5 et 10 000 euros, on arrive à faire tourner un projet. Il faut quand même les trouver. Principalement, on arrive à trouver du financement public. Donc, il y avait les deux partenaires qui étaient indiqués, ceux qui sont confirmés pour ce projet-là. On a eu la confirmation il n'y a pas très longtemps. C'est un dispositif qui s'appelle le Fonds pour le développement de la vie associative, hein, qui est un financement à l'échelle départementale. Il y a un appel à projet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui s'appelle Sciences et Société, justement, tous les projets associatifs qui visent à
créer du lien entre la société au sens large et les chercheurs. Donc celui-là, on a eu la bonne nouvelle qu'on avait été retenu il y a 10 jours. Donc ça veut dire que concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est que jusque-là, on a toujours réussi à financer les projets, mais parfois, il faut quand même se lancer avant d'avoir la confirmation des financements. C'est-à-dire qu'on avance l'argent et on espère que les financements vont suivre. Donc voilà, après, des fois, il y a une commune qui nous a financé sur une action. On fait aussi des interventions via le Pass Culture. Je ne sais pas si c'est un dispositif que vous connaissez, voilà, mais ça permet de compléter un petit peu les budgets. En gros, c'est ça, les sources de financement. On a été financé par le ministère des Outre-mer aussi. Après, en gros, quand même, ce qu'on peut noter, c'est que la tendance, elle est de plus en plus compliquée sur les financements. C'est-à-dire que là, par exemple, le Pass Culture, ils ont coupé les budgets, je ne sais plus quand est-ce que c'était, genre en février. Donc, nous, les interventions qui étaient prévues en avril, elles n'ont pas eu lieu. Et donc, on n'a plus de visibilité là-dessus. Les deux financements qui ont fini par être confirmés, on aurait dû avoir les réponses en mars à peu près. On a eu en juin pour le premier et en juillet pour le deuxième. Donc il y a des allongements de délai et même pour l'appel à projet du ministère de l'Enseignement supérieur, à un moment donné, on nous a dit bah, tout est gelé, tout est en arrêt. On ne sait même pas si on va pouvoir distribuer ce qu'on avait imaginé au début de l'année. Donc l'aléa financier devient suffisamment grand pour nous poser des questions sur la possibilité de mener d'autres projets, en fait. Bon, là, jusque-là, on touche du bois, on a réussi à plutôt bien financer. Sur le premier projet, on avait fait un financement participatif aussi. C'était voilà, notre point. Mais ça demande un peu de temps aussi d'aller chercher des sous, mais c'est pas à des chercheurs qu'on va expliquer ça. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme projet. Et justement, je me demandais, est-ce que vous savez euh, s'il y a des projets un petit peu similaires sur le même modèle qui peut-être existent, mais pour d'autres matières? Parce que là, de ce que j'ai compris, je suis arrivée un peu en retard. Donc, excusez-moi si vous l'avez dit. Mais si par exemple, il y a... Enfin, je me dis que ce genre de modèle de projet et d'initiative pourrait être hyper intéressant pour l'attractivité d'autres matières, comme par exemple peut-être plus des sciences sociales comme histoire, géographie, enfin après d'autres choses moi je sais pas, je suis pas dans l'éducation donc peut-être d'autres choses mais enfin je me disais est-ce que vous savez si ça existe? Est-ce que vous pensez à étendre ce genre de choses Alors, tu as vu juste sur le fait que, compte tenu de mon parcours, c'est principalement les programmes de sciences de la vie et de la Terre qui sont concernés. Mais pas que, parce que en fait, par exemple, les territoires ultramarins, ça fait partie des programmes d'histoire géo. Donc moi, j'ai quand même checké les programmes d'histoire géo et il y a des choses qui vont pouvoir être utilisables en histoire géo, même si c'est un peu minoritaire par rapport aux sciences de la vie et de la Terre. Et ce qui est l'idéal, enfin ça après, c'est comment les équipes pédagogiques s'en emparent. Mais c'est du travail pluridisciplinaire, justement. C'est-à-dire le prof de SVT, le prof d'histoire géo qui travaillent ensemble pour montrer quelque chose de façon globale. Et moi, je suis d'accord, il y aurait un super potentiel pour faire vraiment des choses orientées plus histoire géo ou d'autres matières que scientifiques. Mais à ma connaissance, j'ai pas d'infos sur l'existence de projets. Oui, parce que c'est exactement ça que je Mais me il faut le disais. créer, allez, vas-y. Le fait de croiser les... Bon, je suis pas dedans, là. Mais le fait de croiser, par exemple, ce type enfin, de projet, enfin, je me dis que ça pourrait être hyper intéressant. Mais bon, après, je me doute que ça peut être très compliqué à mettre en place. Donc, Bah, dans nos rêves les plus fous, si on peut monter sur des projets de plus grande ampleur, on pourrait imaginer en fait avoir une équipe pluridisciplinaire qui travaille à un projet. C'est dans le monde théorique, entre guillemets, ce serait génial. Après, les obstacles, ils sont financiers et il faudrait se professionnaliser, je pense, pour arriver à le faire et arriver à monter une équipe pluridisciplinaire. Pour tout un tas de raisons, on le fait pas, mais voilà, dans l'absolu, on pourrait imaginer tout à fait, ce serait super riche et super intéressant. Juste, oui, on n'a pas franchi le pas de se professionnaliser, de vivre que de l'association, parce que c'est un pas qui est compliqué à franchir.
Euh, bon, c'est vrai qu'en restant petit, on a des petits budgets, mais aussi, du coup, on a un petit pas rayon d'action, mais on ne travaille pas sur toutes les matières, effectivement. Sur tous les domaines, des champs. Ce serait effectivement super riche hein, de travailler sur la Guyane, c'est un espace extraordinaire. Donc, plein de matières différentes. Mais bon, on choisit. Moi, j'ai une formation scientifique, Francine a une formation scientifique. Bon, ben, on reste sur ce côté un petit peu plus scientifique. Ouais, je parlais pas forcément de vous, votre association, mais si y en avait en parallèle. Mais je connais. Peut-être vous donnerez des idées, hein. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non? Bon. Ben, c'est pile poil l'heure. Largement Donc l'heure. voilà, ben, il nous reste à remercier Francine et Eric encore. Merci à Voilà. vous. Merci. Ouais, merci. Merci.